Merci beaucoup Nicolas pour la présentation et pour l'invitation. Et puis merci à vous toutes et tous d'être ici présents pour m'écouter parler effectivement de ce personnage de Martine. Alors, comme Nicolas l'a rappelé, ça fait cette année, en 2024, 70 ans que ce personnage existe, éditorialement parlant. Il y a d'ailleurs eu toute une série d'événements qui ont été organisés à l'occasion de cet anniversaire, dont une trace ici à l'écran qui est ce stand particulier anniversaire qui avait été consacré à Martine à la Foire du Livre de Bruxelles, donc dans l'édition de cette année. Personnage emblématique, personnage iconique, personnage historique déjà, et pourtant encore bien vivant dans les rayons des libraires. C'est en tout cas ce que je vais vous expliquer aujourd'hui. Alors, il y a effectivement à peu près maintenant 4 grosses années que je m'intéresse au personnage de Martine. C'est venu un petit peu par hasard, un hasard d'une rencontre, même si moi-même, comme j'imagine plusieurs d'entre vous ici, j'étais moi-même une lectrice de Martine étant enfant, mais je l'avais un petit peu enfoui dans ma mémoire. Voilà, on fait d'autres choses, on a d'autres lectures quand même à un moment donné, mais j'imagine que Martine était quand même restée quelque part dans un fond de ma tête et de ma mémoire, et puis il est ressurgi, le personnage a ressurgi à l'occasion d'une discussion, d'une rencontre, et c'est comme ça que je me suis lancée dans cette analyse cette fois plus scientifique, plus profonde, plus armée aussi finalement de tout un tas d'outils méthodologiques que j'ai pu acquérir au long par mes études et puis par la suite. Et donc j'ai en tout cas tenté de poser un regard un peu critique, mais critique dans le bon sens du terme aussi, pas uniquement dans le sens négatif, bien que aussi, mais du personnage. Et une des premières choses, la première question que je me suis posée, et celle que finalement j'ai continué à me poser tout au long de ces observations et de ces analyses, c'est comment est-ce que ce personnage, né en 1954, a fait et continue à faire pour durer ? Comment est-ce qu'il est parvenu à traverser toutes les générations, tous les changements de société, toutes les modes, toutes les évolutions aussi du paysage éditorial pour la jeunesse et continuer encore aujourd'hui à se vendre à 400 000 exemplaires par an ? 400 000 exemplaires de Martine, tous titres confondus, sont encore vendus aujourd'hui par an. C'est en tout cas les chiffres que Casterman, son éditeur, m'a donnés. Donc voilà, ça c'est vraiment le fil rouge, le squelette qui a vertébré l'ensemble de mes réflexions. Et vous allez voir, enfin en tout cas je l'espère, comment tout ce que j'ai pu observer est venu se greffer finalement autour de cette question fondamentale. Alors la première chose que j'ai constatée quand j'ai commencé à m'intéresser à ce personnage de Martine, c'est que quand je parlais autour de moi, qu'on me disait « Tiens, tu fais quoi pour le moment ?» Je disais parfois j'étais un peu gênée au début, après j'ai complètement assumé, mais je disais « je m'intéresse au personnage de Martine ». Et personne ne m'a dit « Martine quoi ? Quelle Martine ? Martine qui ?» Tout de suite, passé ce premier moment de surprise, Martine, je disais oui, Martine elle-même, voilà. Et je me suis rendu compte que, alors je ne vais pas dire tout le monde à 100%, mais enfin en tout cas de mon expérience, tous les gens que j'ai croisés, tout le monde connaissait Martine. Jeunes, moins jeunes, hommes, femmes, adeptes de lecture ou complètement éloignés du monde de la littérature, qui ont fait des études, qui n'ont pas fait des études, voilà. Tout le monde connaît Martine, tout le monde a une image du personnage. Alors c'est vrai que Martine, c'est 70 ans, je l'ai dit. En réalité, 60 ans, un peu moins de 60 ans d'existence éditoriale en tant que telle, puisque la série historique s'est arrêtée avec la mort, j'y reviendrai, avec la mort de Marcel Marlier, qui est donc le dessinateur de Martine. 60 albums, 120 millions d'exemplaires vendus en langue française depuis 1954, à peu près, et 50 millions à peu près en langue étrangère, puisque Martine a été traduit dans une trentaine de langues. C'est, si vous arrivez à voir un petit peu certains titres ici, mais on en verra d'autres un peu plus loin. Martine, ça a longtemps été, ça l'est un peu moins aujourd'hui, mais quand même, j'avançais le chiffre de 400 000 exemplaires encore aujourd'hui, ça a longtemps été la star du catalogue de son éditeur, de Casterman, en tout cas dans ses collections pour la jeunesse. Quelques exemples ici
de cette popularité, de cette présence massive dans le catalogue de vente, de promotion de l'éditeur Casterman pendant très longtemps. Mais Martine, c'est aussi une star populaire, je l'ai dit, tout le monde la connaît, et une star pour une certaine star, pour Michael Jackson. Michael Jackson, vous ne le savez peut-être pas, je vous l'apprends peut-être, Michael Jackson était fan absolu de Martine. Il avait découvert le personnage à travers non pas des albums illustrés, donc pas à travers le livre, mais à travers un puzzle Ravensburger. Je ne sais pas si c'était celui-là, mais ça aurait pu. Si ce n'était pas celui-là, c'était un analogue. Et à partir du moment où il a découvert le dessin de Marlier et la figure de Martine à travers ce puzzle, eh bien, il n'a eu de cesse de vouloir rencontrer le créateur de ces dessins. Et donc, je vous raconte l'anecdote. Si vous l'avez déjà entendue, je suis désolée pour la répétition, mais je trouve qu'elle est assez savoureuse. Donc, Michael Jackson a demandé à son agent de contacter Marcel Marlier. Ce que l'agent a fait, il a téléphoné à Marcel Marlier à une heure assez indue, parce que je pense que l'agent n'avait pas pris les consciences qu'il y avait un décalage horaire, donc il a téléphoné en pleine nuit. Les Marlier ont sursauté quand le téléphone a sonné chez eux. Marcel Marlier a décroché et l'agent lui a expliqué que Michael Jackson, qu'il était fan, qu'il voulait le rencontrer. Marcel Marlier a raccroché, puis il a dit à sa famille « Qui est Michael Jackson ?» Voilà. Donc ça vous pose un petit peu le personnage aussi de Marcel Marlier, je vous dis, sur lequel je reviendrai d'ici quelques minutes. Alors la suite de l'histoire, c'est qu'ils se sont rencontrés. Donc, dans un hôtel à Paris, lors d'une tournée de Michael Jackson, les Marlier, lui et son épouse, donc Marcel et son épouse, se sont rendus à Paris. Ils ont rencontré dans une chambre d'hôtel Michael Jackson, qui visiblement, ça je le tiens vraiment de première main, puisque je n'ai pas eu la chance de rencontrer Marcel Marlier, mais j'ai rencontré sa veuve, qui m'a raconté que Michael Jackson était tout fou, qu'il faisait des bonds partout, qu'il était vraiment hyper excité et touché de pouvoir touché même physiquement, parce qu'il n'arrêtait pas de le tripoter, Marcel Marlier, en disant c'est vous qui dessinez le personnage de Martine. Il a proposé à Marcel Marlier d'acheter certaines de ses planches originales, ce que Marlier a refusé. Bon, peut-être que ses enfants le regrettent un peu aujourd'hui, que ça aurait grossi l'héritage, je n'en sais rien. Et puis, dans un second temps, il est revenu à la charge, puisque Michael Jackson voulait écrire une histoire qui aurait été illustrée, pas une histoire de Martine forcément, mais une histoire qui aurait été illustrée par Marcel Marlier. Ce que Marcel Marlier a refusé aussi, non pas qu'il n'avait pas envie d'illustrer une histoire écrite par Michael Jackson, mais parce que cette collaboration aurait supposé que Marcel Marlier aille s'installer pendant quelque temps aux États-Unis, aux côtés de Michael Jackson. Et ça, pour Marlier, c'était sortir de son petit cocon, de sa maison dans la périphérie de Tournai, et il a refusé donc cette collaboration. Donc, je vous laisse imaginer ce qu'aurait pu donner cette collaboration entre le créateur d'un personnage populaire tel que Martine avec cette star de la musique pop telle que Michael Jackson. Malheureusement, l'histoire et la décision de Marcel Marlier en a décidé autrement. Alors, un peu plus près de chez nous, on a une autre star à sa manière, en tout cas un personnage célèbre qui est fan de Martine, c'est Laurence Bibot. Je suppose que vous connaissez toutes et tous Laurence Bibot. Et à la fin des années 90, elle a réalisé un documentaire en honneur de Martine, pour rendre hommage véritablement à ce personnage qu'elle adore et qui a bercé son enfance. Ça s'appelle I Love Martine, et si vous souhaitez le voir, c'est disponible sur YouTube en intégralité. Pour la petite histoire, si certains d'entre vous ne sont peut-être pas fans de Laurence Bibot, mais fans de sa fille, il y a des images à la fin du documentaire. On voit Angèle, qui a alors 5 ou 6 ans, en train de chanter, je vous jure, c'est vrai, vous irez voir de toute façon, une chanson qu'elle a inventée, comme font souvent les enfants, pour Martine. Donc elle invente et elle chante une chanson pour Martine dans ce reportage. Alors, ce personnage de Martine, il est connu de tous, je l'ai dit, et pourtant, il a une caractéristique, une des premières choses qui m'a frappée quand j'ai commencé à m'intéresser à lui et que j'ai reparcouru les 60 albums dans l'ordre, et en tout cas la série des 60 albums, c'est que c'est un personnage dont l'apparence
contrairement à ce qu'on peut imaginer, parce que si je vous demande là de fermer les yeux et d'imaginer visuellement le personnage de Martine, je suis sûre que vous aurez toutes et tous une image de Martine que vous aurez en tête. Et pourtant, quand on observe les albums et qu'on va capter différents visages à travers le temps de ce personnage, on constate, là vous avez quelques exemples sur l'écran, on constate que les contours, la forme du visage, la couleur des cheveux, même la couleur des yeux n'est pas toujours la même. Alors, il y a une raison un peu technique, si vous voulez, à cela, c'est que Marcel Marlier allait renouveler régulièrement ses modèles. Il avait à cœur que son personnage soit le plus fidèle à un vrai être humain, une vraie petite fille, dans ses attitudes, dans ses mimiques de visage, mais également dans les positions que le personnage pouvait prendre dans les différentes aventures qui sont les siennes. Et c'est comme ça qu'il faisait régulièrement poser des petites filles de son entourage, ses nièces d'abord, puis bon, quand ses nièces sont devenues trop grandes, il a dû prendre d'autres enfants, des voisines, etc. Et donc à chaque fois, il renouvelait, enfin chaque fois régulièrement, il renouvelait ses modèles. Je sais que alors pas pour le visage, là pour le coup, mais pour les positions du corps, parfois il faisait poser aussi ses enfants. Il avait 2 enfants, 2 garçons, et donc parfois ils m'ont raconté qu'il devait pendant quelque temps prendre des positions parce qu'il voulait que le personnage et les positions qu'il ait soient le plus vraisemblables possible, soient le plus proche possible de la réalité, et qu'aucune des positions ou postures du personnage ne soit anatomiquement impossible. Donc ça c'est un élément qui est étonnant quand on s'intéresse dans la série du personnage, c'est de se dire, tiens, on a tous une image unique et pourtant, ce personnage a changé au fil du temps. Alors, si on revient un tout petit peu sur les origines, dont j'ai parlé de 1954, donc Martine, le personnage de Martine voit le jour au sein de la maison Casterman. Donc Casterman, vous connaissez, maison d'édition qu'on connaît surtout pour la bande dessinée, mais qui en réalité voit le jour au XVIIIe siècle, d'abord comme une imprimerie, et puis qui évolue comme d'autres imprimeries d'ailleurs à l'époque vers des activités d'édition, avec une production plus exactement, en volume lié aux manuels scolaires, manuels d'histoire et manuels de catéchisme. Donc vous voyez un petit peu le contexte historique de la maison Casterman, qui va par la suite accueillir ce personnage de Martine. Alors, dans l'entre-deux-guerres, Casterman accueille bien entendu un autre personnage phare, peut-être encore plus célèbre que Martine, c'est évidemment Tintin, qui va faire les beaux jours de Casterman pendant toute cette période et bien au-delà. Et puis il y a un contexte particulier qui encadre, si vous voulez, l'émergence du personnage de Martine. Et en réalité, je voudrais pointer 3 éléments. Le premier élément, c'est celui-ci. Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a une loi très importante dans l'édition pour la jeunesse qui est promulguée en France en 1949. C'est une loi qui vise à contrôler toutes les productions, tous les livres que l'on va mettre entre les mains de l'enfance et de la jeunesse. C'est la fameuse loi 1949, la loi sur la morale, la répression des éléments qui, dans les livres, iraient contre les bonnes mœurs, contre la morale, c'est-à-dire, en gros, pas de violence, pas de crime, pas d'alcool et pas de sexe. Ça, c'est un petit peu, pour la faire simple, ce qui encadre. Comme la production belge, le marché belge est trop petit pour être uniquement centré sur la Belgique, les éditeurs belges qui produisent des œuvres pour des livres pour la jeunesse et l'enfance, comme Casterman, mais comme Dupuis également, doivent bien entendu tenir compte aussi de ce marché français et donc se plier aux exigences légales de ce marché. Et donc, cette loi, elle va avoir pour conséquence plusieurs choses. D'une part, de limiter la production les productions américaines, donc les fameux comics américains, donc ça va limiter cette production, mais ça va aussi, en conséquence, encourager la création locale. Et donc c'est pour ça que les maisons d'édition comme Casterman vont essayer de trouver des créateurs locaux qui vont pouvoir s'adapter aux exigences légales de ce marché, donc aux exigences légales et puis commerciales. Deuxième élément dont il faut tenir compte pour bien comprendre ce succès assez rapide du personnage de Martine et le contexte dans lequel il surgit, c'est le baby-boom.
On est en 1954, ça veut dire que les premiers enfants nés du baby-boom, que traditionnellement on fait commencer en 1945, sont les premiers lecteurs, sont des enfants qui arrivent à l'écriture à peu près au même moment où le personnage de Martine surgit. Ça veut dire qu'on a une abondance, si vous voulez, de jeunes lecteurs, mais aussi de jeunes lectrices. Parce qu'en réalité, on va se retrouver jusque-là avec une production qui va être essentiellement centrée sur le lecteur masculin, et il y a très peu de production pour les petites filles. Et ça, c'est un élément dont on va tenir compte, avec en plus cette masse de lecteurs qui arrivent sur le marché. Et le troisième élément, enfin, et celui-là, il est purement technique, mais il va avoir son importance, c'est qu'il y a de progrès qui sont réalisés dans le domaine de l'impression, notamment avec l'imprimerie offset, vous avez sûrement déjà entendu parler de ce mot-là, qui va permettre en fait tout simplement quoi ? De produire beaucoup de grandes quantités de pages et de pages illustrées, de pages en couleur, rapidement et à bas coût. Ce qui veut dire que ça va avoir une incidence sur le prix des livres qui vont être mis en vente, et on va pouvoir baisser énormément le prix des livres et donc inonder, si vous voulez, le marché avec des points de vente qui vont se retrouver un peu partout, y compris par la suite dans les supermarchés, etc., etc. Alors, je le disais, dans le périmètre de la littérature pour la jeunesse, il y a très peu de personnages de filles, donc que l'on pense d'abord dédié au lectorat féminin. Il y a bien sûr Bécassine, mais enfin, elle est déjà un peu ringarde, en 1954. Et puis, il y a l'année avant Martine, il y a Caroline. Alors, Caroline, elle surgit au sein de la maison d'édition Hachette. Elle est la création de Pierre Probst, qui dessine et qui à la fois écrit les textes, et elle devance Martine d'un an, puisqu'elle sort en 1953. C'est un personnage un peu différent, même si c'est une petite fille. Il y a beaucoup plus d'abord, chez Caroline, les animaux parlent, ils ont un rôle, ils agissent comme des humains, ce qu'on ne va pas du tout retrouver chez Martine. Il y a évidemment plein d'autres différences, mais celle-là en est une. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Monsieur Louis Casterman, à gauche sur l'écran, qu'on voit ici avec Hergé qui rit de ses pleines dents, Monsieur Casterman se dit « Aïe, Hachette vient de me damer le pion, il faut réagir, il faut créer quelque chose, il y a une opportunité qui s'ouvre, imaginons un personnage féminin pour la jeunesse. » Et à qui va-t-il s'adresser ? Quelqu'un qu'il connaît, quelqu'un qu'il a sous la main, c'est Gilbert Delahaye. Gilbert Delahaye, c'est qui ? C'est un monsieur qui travaille déjà pour Casterman, où il travaille comme typographe, comme correcteur, il s'occupe de textes, etc. Et monsieur Casterman, il dit « Écoutez, monsieur Delahaye, est-ce que vous pourriez m'imaginer une histoire d'une petite fille qui ressemblerait un petit peu à nos lectrices, qui ressemble aux petites filles d'aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez m'écrire ça ? Gilbert Delahaye dit « Bon, d'accord, je vais vous écrire ceci. » Il est vrai que Gilbert Delahaye, outre le fait d'être typographe, il a déjà une activité de poète. Il fait partie du groupe tournaisien Unimuse, et ça, M. Casterman le sait aussi. Il a écrit les textes de quelques albums animaliers parus chez Casterman. Et donc, il se met à réfléchir à un personnage féminin qu'il va d'abord appeler Claudine. La première histoire imaginée par Gilbert Delahaye, Martine ne s'appelle pas Martine, elle s'appelle Claudine. Et puis après, en discutant avec l'éditeur, ils vont se dire que Claudine, il y a Colette et tout ça, peut-être que ça... et ils se disent peut-être que j'y étais pas évidemment, mais que le nom du personnage n'est peut-être pas le plus adéquat. Et ils finissent par décider Martine. Martine, qui est, en 1954, le deuxième prénom le plus donné en France. Donc, il y a aussi un élément là qui surgit, c'est-à-dire que, de nouveau, on va tout de suite chercher à donner au personnage un prénom très populaire, c'est-à-dire très répandu, en tout cas dans la population française, mais la belge également. Malheureusement, on ne dispose pas de statistiques pour la Belgique pour ces années-là, donc j'ai pu uniquement me baser sur les statistiques françaises. Une fois que le texte est écrit, M. Casterman, qu'est-ce qu'il fait ? Il va toujours regarder autour de lui et il va tomber sur Marcel Marlier. Marcel Marlier qui travaille déjà chez Casterman depuis quelques années. Lui, il a étudié les arts décoratifs à Saint-Luc-à-Tournai et il est déjà connu dans la maison parce qu'il a une petite carrière, malgré son jeune âge qui le précède, puisqu'il a illustré des livres de catéchisme, des livres d'histoire, et au sein de la maison Casterman, lui aussi, des animaliers, dont vous avez ici quelques éléments sous les yeux.
Alors, quelques mots très rapidement sur Marcel Marlier. Donc, il va, c'est un secret désormais plus pour personne, il va s'emparer de ce personnage de Martine. Et une des caractéristiques du dessin de Marcel Marlier, ou en tout cas de son travail de dessinateur, c'est qu'il est extrêmement méticuleux, extrêmement perfectionniste, et que donc, avant chaque album final coloré, il va y avoir des centaines et des centaines d'ébauches, de croquis, de dessins, de tentatives. Il travaille en partie sur du papier calque, et il raconte que ça l'intéressait de pouvoir voir si le dessin fonctionnait dans les deux sens, en fait, toujours avec ce souci de vouloir être au plus près de la réalité, que les choses ne soient pas choquantes à l'œil et que l'on puisse complètement s'identifier. Et c'est là une des forces aussi du personnage de Martine, que l'on puisse s'identifier à ce personnage, que ce soit un personnage qui nous ressemble. Et donc, il était tellement méticuleux, et ça je l'ai vu dans les archives Casterman que j'ai pu consulter, qu'il était très souvent en retard pour rendre ses projets de dessin. Et donc, il y a énormément de lettres dans les archives Casterman qui disent « Monsieur Marlier, vous nous aviez promis vos dessins pour la semaine dernière, nous n'avons toujours rien, est-ce qu'on peut encore espérer quelque chose pour telle date, etc. » Et lui s'excusait toujours très poliment. Quelqu'un qui expérimente beaucoup, qui fait beaucoup de tests, là aussi, ce sont des ébauches qui sont conservées dans les archives, et on peut voir qu'il teste beaucoup de choses, des combinaisons de couleurs, etc. La collaboration entre les deux hommes va durer jusqu'à la mort de Gilbert Delahaye, moment en 97, moment à partir duquel, en fait, l'écriture du scénario va être reprise par le fils cadet de Marcel Marlier. Et là, on va se retrouver vraiment avec un travail qui va être fait complètement en famille. En 97, le personnage de Martine fait déjà intégralement partie de la famille de Marlier, la famille Marlier, puisqu'il est vraiment intégré dans la vie. Le bureau où travaillait Marcel Marlier communiquait avec une grande fenêtre avec le salon, ce qui permettait en fait à Marcel Marlier de continuer à dessiner pendant que sa femme cuisinait, mettait la table, faisait surpassage, enfin que sais-je. Donc on voit qu'il y avait vraiment, c'est vraiment le personnage de la famille. Et puis lui, il va continuer aussi une carrière parallèle à Martine, avec des personnages que vous avez peut-être lus aussi, Jean-Loup et Sophie, Le Chat Follet, et il va aussi illustrer des livres publiés cette fois pour Casterman, comme La Comtesse de Ségur ou des romans de Perlebuck. Il va avoir une reconnaissance dans la ville de Tournai, puisqu'il y a une statue qui lui est consacrée avec Martine derrière la cathédrale de Tournai. Et puis, il y a quelques années, s'est ouvert à Moucron un musée Martine. Donc, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le visiter, je vous le recommande chaleureusement. En fait, c'est un centre Marcel Marlier, avec beaucoup de documents aussi préparatoires de ses dessins, mais effectivement, le personnage le plus emblématique de sa production étant Martine. Il y a beaucoup de choses consacrées au personnage de Martine. Il a eu aussi une reconnaissance, je vais dire, financière, commerciale, puisque certains de ses dessins, après sa mort, ont été mis en vente aux enchères avec des sommes, je ne sais pas si vous les voyez, mais plusieurs dizaines de milliers d'euros pour ses dessins. Donc finalement, une reconnaissance dont il a souffert un peu de son vivant, de ne pas être reconnu comme dessinateur, mais c'est une reconnaissance qui finalement est arrivée de manière posthume. Alors, revenons au personnage de Martine. Une des caractéristiques de Martine, c'est que c'est effectivement le titre qui avait présidé à ce que j'avais pu développer dans ce volume. C'est une aventurière un peu particulière. Elle ne prend pas beaucoup de risques. Elle ne prend pas beaucoup de risques, mais elle découvre quand même le monde qui l'entoure. Elle va quand même vivre une série d'aventures ancrées dans le quotidien, un quotidien là aussi proche de ses lecteurs, avec sa toute première aventure qui est Martine à la ferme. Et Martine à la ferme va déjà finalement donner les ingrédients de ce qui va confectionner le contour du personnage, puisqu'on va se retrouver face à une petite fille qui est positive, enthousiaste, joviale, curieuse, polie, respectueuse, mais qui aime aussi s'entourer de personnes bienveillantes et qui va se retrouver dans un univers extrêmement rassurant. Dans les tout premiers temps des albums de Martine, on va retrouver beaucoup d'animaux. Alors évidemment, on a déjà... je ne sais pas s'il est là... Non, il n'est pas là. On va bien sûr l'associer plus tard au personnage de Patapouf, le chien, et au chat Moustache, qui sont les deux animaux familiers, domestiques qui entourent en permanence Martine. Mais Martine, c'est avant tout la joie de vivre, le bonheur simple de l'enfance,
cette petite parenthèse dans un monde rassurant, comme je le disais, un monde bienveillant, un monde finalement qui plaît à la fois aux enfants, mais aussi aux parents, aux adultes, ou que ce soit les parents ou les grands-parents, qui entourent l'enfant. Et ce que j'ai pu constater aussi, c'est que les albums de Martine sont de véritables objets de transmission patrimoniale. On se transmet les albums de Martine de génération en génération, et les mères, les grands-mères, souvent plus que les pères ou les grands-pères, mais bon, j'imagine qu'il doit y en avoir aussi dans le tas, se plaisent à lire les histoires de Martine à leurs enfants ou leurs petits-enfants. Martine, c'est aussi un personnage, comme je le disais, qui va découvrir le monde, à commencer par un univers proche du sien. Et c'est ainsi qu'on va la retrouver dans les années, fin des années 50, début des années 60, à découvrir vraiment l'univers de l'adulte. Ce que l'on va constater, c'est que les premiers albums vont être surtout marqués par cette découverte du monde de l'adulte. Et donc Martine va se retrouver, par exemple, plongée dans les tâches domestiques avec son frère, en arrière-plan, puisqu'ils veulent faire une surprise à leur mère. Ils se disent, voilà, on va nettoyer la maison, on va ranger, on va faire à manger. C'est l'album Martine à la maison, que vous avez peut-être lu. Et ce qui est intéressant de constater, c'est que c'est à la fois un univers simple, quotidien, mais aussi un univers très marqué. Et ça, c'est aussi une des surprises, ou en tout cas peut-être une des choses à laquelle on ne pense pas spontanément quand on pense aux albums de Martine, très marqué par l'époque. C'est-à-dire que l'on va avoir, là aussi, une évolution dans le temps. Mais là, par exemple, vous voyez, élément moderne de ce début des années 60, le fameux aspirateur en forme de boule Hoover, de la marque Hoover, que l'on va retrouver dans l'album de Martine. Mais on va retrouver Martine aussi qui prend l'avion, et là, vous allez me dire, oui, mais quotidien, je veux bien, mais dans les années 60, qui prend l'avion, pas grand monde, mais ça, c'est aussi une des forces de Martine, qui répond en partie à cette question, comment a-t-elle fait pour durer aussi longtemps? C'est à la fois un personnage du quotidien, un personnage que l'on reconnaît, que l'on identifie, qui est proche de nous et qui en même temps fait rêver. Parce que finalement, on a aussi envie d'être comme Martine. Et comme les aventures qu'elle vit ont l'air de ressembler à notre quotidien, nous tous, bien, quelque part, en tant qu'enfant, on se dit, tiens, ces aventures sont possibles, on peut se projeter aussi. Donc vous voyez, il y a un double mouvement, à la fois d'identification et de projection dans le rêve. Et là, Martine prend l'avion avec sa mère pour aller à Rome, et en fait, elle part d'un aéroport qui n'est pas du tout identifié dans l'album, mais c'est le hall de départ de Orly. Parce qu'il faut savoir que Marcel Marlier, pour justement être au plus proche de la réalité et du réel, faisait toujours l'effort, enfin en tout cas régulièrement l'effort, de vivre un moment d'immersion dans le contexte dans lequel il allait plonger son personnage, graphiquement. Et donc, par exemple, il s'est rendu à Paris pour voir un aéroport, en l'occurrence, il l'a dessiné ensuite. Là, quand Martine prend le bateau pour aller aux États-Unis, quand même, excusez du peu. En fait, avec Madame Marlier, ils se sont rendus au chantier naval du Havre, et c'est là qu'ils ont pu visiter les chantiers navals, et que lui a pu dessiner des bateaux. De nouveau, on voit ici dans Martine aux eaux, on retrouve véritablement la situation dans laquelle des enfants qui visitaient des eaux à l'époque pouvaient se retrouver, puisque vous voyez que là, il y a un dessin, ce n'est absolument pas le dessin dont Marcel Marlier s'est inspiré, c'est un dessin qui a été recherché dans la documentation. Un peu plus tard, on va découvrir Martine qui va un petit peu sortir de ce monde à la fois quotidien, mais en même temps privilégié. Et Martine, dans les années 70 et 80, elle va réaliser des activités qui sont encore plus proches de ses lecteurs. Et c'est comme ça qu'on va le retrouver dans des situations très fréquentes pour les enfants, comme par exemple des stages. Là, elle fait un stage de voile. Donc elle est là avec ses copains, elle écrit dans un des petits chalets où elle loge avec ses amis pendant ce stage. Elle réalise des activités, elle s'amuse, elle apprend à faire de la voile. Et regardez, oh, tiens, hop, 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 hop. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, les petits chalets que Marcel Marlier a dessinés, en fait, ils existent pour de vrai. Ce sont ceux du Grand Large à Péronne, un centre de l'ADEPS. Donc, de nouveau, cette volonté d'immersion. Il va suivre des enfants lors d'une visite scolaire. On va découvrir Martine qui explore aussi un quotidien assez trivial finalement, puisque Martine
on ne sait pas trop bien où elle habite, en fait. On ne sait pas si elle habite dans un village, si elle habite à l'extérieur d'une ville, dans une maison isolée. On ne sait pas trop. Faites-moi confiance, hein, j'ai vraiment analysé les albums les uns après les autres pour essayer de repérer, en fait, s'il y a des éléments, des indices qui nous mettent sur la piste de là où est-ce qu'elle habite. Ben, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas où elle habite. Toujours est-il qu'il y a un album où elle va rendre visite à des cousins qui habitent eux en ville. Et là, elle découvre un autre quotidien qui est celui de la ville, hein, et avec cette magie du parlophone. Quand Martine apprend la danse classique dans ce fameux album iconique Martine Petit rat de l'opéra, ben là aussi Marcel Marlier il va s'immerger complètement dans le monde de la danse puisqu'il va suivre pendant plusieurs semaines les répétitions des ballets du XXe siècle de Béjart à l'Opéra Royal de la Monnaie, hein, quand même, il avait quand même ses entrées. Et donc c'est en observant les danseuses de Béjart qu'il va pouvoir reproduire après ces éléments dans le dessin de Martine. Alors, parfois, on reproche, et pas complètement à tort, au personnage de Martine de prolonger une lecture genrée, de projeter Martine dans un univers. Martine, c'est un petit peu celle qui joue à la future femme. Hein, on la projette dans un univers très, justement, domestique, je l'ai montré tout à l'heure, dans un univers aussi où elle va se consacrer forcément à la maternité, bien que ça soit pas que c'est mal d'être mère, mais peut-être qu'il n'y a pas non plus quelque chose de complètement déterministe, hein, ou d'essentialiste à projeter Martine dans ce personnage. Et en fait, de nouveau, quand on analyse le personnage de Martine, on se rend compte qu'en fait, c'est une petite fille qui est très autonome, et à qui, et je crois que c'est ça aussi qui plaît aux lecteurs et aux lectrices, c'est une petite fille à qui on laisse énormément de liberté. Dans l'album, un des premiers albums aussi, enfin qui arrive assez tôt dans la série où elle va à la mer, elle part sans ses parents. Hein, les parents ne sont pas là, ils sont complètement absents et lui font complètement confiance pour rejoindre des cousins qui sont quelque part à la mer. Pareil, quand elle va prendre le train, quelques années plus tard, elle va prendre le train toute seule, hein, avec son frère et ses parents, l'accompagnent à la gare et puis la laisse partir. Donc elle va prendre énormément d'autonomie, beaucoup de liberté, beaucoup de responsabilité aussi. On lui fait confiance et elle fait confiance aux gens qui l'entourent. À la fête foraine, j'aime beaucoup ce dessin parce que c'est elle, alors c'est sur un manège, vous allez me dire, mais c'est elle qui conduit le scooter et c'est son frère qui est derrière. Pas l'inverse. Hein. Quand on la voit ici à la maison, ben, elle nettoie les chaussures, son frère aussi, hein, de nouveau le même dessin. Elle n'hésite pas à prendre une bêche pour faire du jardinage, donc elle va réaliser finalement des activités qui ne sont pas uniquement catégorisée ou stéréotypée comme étant de filles, mais elle va au contraire développer toute une série d'activités, toute une panoplie. Elle va même se disputer avec son frère. Hein, dans un album, hein, Martine la dispute. Hein, elle va vraiment se chamailler avec son frère, y compris physiquement. Hein, et puis on va la voir prendre de plus en plus d'autonomie, y compris physique, hein, avec, par exemple, elle contribue à l'aide au gonflage d'une montgolfière, elle va recueillir un petit oiseau tombé du nid. Hein, ça, pour la petite histoire, c'est tiré d'une histoire vraie. Il y a vraiment eu un petit oiseau que les fils Marlier ont recueilli, et puis qui a vécu avec la famille Marlier pendant un certain nombre de semaines, et c'est de cela qu'il s'est inspiré pour cet album. Elle va vivre énormément d'histoires, hein, elle va apprendre à faire de la cuisine, elle va s'occuper d'un poney. Elle va aussi, à la fin, on va voir une importance de plus en plus grande aussi, une attention de plus en plus grande à la nature qui va émerger dans les albums de Martine, ce qui le rend aussi finalement très actuel, puisqu'il va y avoir un vrai enjeu écologique qui va apparaître dans les derniers albums, avec notamment cette histoire où des lapins ont mangé les salades du potager de son grand-père, et plutôt que de les piéger et de tuer les lapins, ou que sais-je, ou de les mettre à la casserole, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont les attraper avec des filets et puis aller les lâcher plus loin. Et puis, un des derniers albums, elle va carrément mener de toutes pièces une campagne pour la défense des insectes pollinisateurs. Donc, on voit, au fur et à mesure du temps, une Martine de plus en plus engagée, de plus en plus active. C'est elle, l'héroïne de tous ces albums. C'est elle qui donne son nom, qui a son nom en grand sur tous les albums. Et ça la rend véritablement aussi porteuse de ces histoires, porteuse de ces aventures. Et pourtant, les histoires de Martine, sont un peu des histoires sans histoire, à dire vrai.
parce que j'ai beaucoup parlé d'aventure, j'ai beaucoup parlé d'un, mais en réalité, dans les histoires de Martine, il n'y a pas vraiment de problème. Très très peu de problèmes à résoudre. On est vraiment dans un univers très irénique, très joyeux, très festif, très positif. Je l'ai dit aussi, elle est positive, mais tout ce qui l'entoure et toutes les aventures qu'elle vit sont positives. Et c'est vrai que ce que les créateurs de Martine, et de nouveau, ça, les archives me l'ont montré, je l'ai lu, essayent de faire, c'est vraiment de donner une image positive du bonheur de l'enfance. C'est le moment pour l'enfant, dans ce moment de lecture, de pouvoir s'offrir une petite parenthèse heureuse en se disant, eh bien, il y a assez de difficultés dans le monde, il y a d'autres livres qui parlent de difficultés, qui parlent de divorce, qui parlent de décès, qui parlent de toutes sortes de problèmes, et c'est bien d'en parler, mais Martine visait autre chose et continue à viser autre chose. Une enfance aussi entourée de parents bienveillants, présent et en même temps discret. Et puis certaines histoires, comme cette histoire de Martine et les 4 saisons, qui réussit même à tenir tout un album sans qu'il y ait d'histoire, sans qu'il y ait d'action. Là, au niveau de, si certains connaissent cette question de la tension narrative, il n'y a pas de tension. Il ne se passe absolument rien. C'est un album complètement descriptif et pourtant, ça marche. Alors, de temps en temps, elle a des petits problèmes quand même. Elle tombe malade. Mais bon, elle va guérir et elle va être entourée de gens qui vont venir lui rendre visite. Elle va être un petit peu embêtée par un chaton un peu turbulent. Elle va perdre son chien Patapouf dans cet album où elle rend visite à des cousins en ville. Mais je vous rassure, elle va le retrouver. Elle va tomber à vélo, elle va se faire un petit peu mal, elle va se retrouver à l'hôpital, on va devoir lui faire une radio. Elle va devoir déménager. Au début, c'est un peu traumatisant, mais puis après, ça va mieux. Elle participe au déménagement. Donc tout cela pour vous dire que ce sont des soucis, des petits soucis de nouveau du quotidien, mais qui finalement ne sont pas très insurmontables. Alors Martine, je l'ai dit, va avoir un développement aussi à l'international. Elle va être traduite dans une trentaine de langues et ce qui permet cette traduction et cette réception à l'échelle internationale, c'est notamment le fait que ces histoires sont relativement simples et sont communes à tous les enfants ou à peu près tous les enfants dans le monde. C'est aussi servi par le fait que Casterman a beaucoup insisté, alors il n'a pas toujours écouté, d'ailleurs je vous ai donné quelques preuves, mais a beaucoup insisté auprès de Marcel Marlier pour que ces dessins ne soient pas réductibles à un lieu identifiable et unique. Par exemple, j'ai trouvé dans les archives où ils disent que il ne faut pas c'est en haut, il ne faut pas localiser avec autant de précision le cadre où se déroulent les aventures de Martine sur le champ de foire. Je dois par conséquent vous demander de bien vouloir, sinon recommencer, c'est mal écrit, l'aquarelle, du moins la modifier de façon à le rendre plus impersonnel le lieu de l'action. Pourquoi ? Parce qu'on voyait trop la Grand Place de Tournai. Il avait trop bien dessiné la Grand Place de Tournai et donc Casterman lui a dit non, c'est trop visible. Il y a un autre courrier où on lui demande là c'est avec de la haie aux deux, ils disent non, cette histoire ça ne marche pas bien parce que Martine reçoit des étrennes pour la fin d'année, pour la Saint-Nicolas en fait, et on dit non, la Saint-Nicolas c'est vraiment très limité à un espace déterminé, donc il faut changer l'histoire, ça ne peut pas être lié à des étrennes de fin d'année. Donc vous voyez qu'il y avait aussi dans le chef des éditeurs une attention à cette internationalisation de Martine. Alors Martine va être traduite, je l'ai dit, dans un tas de langues, et vraiment son prénom, dans beaucoup de cas, va être adapté. Et là aussi, les traducteurs vont essayer de trouver un prénom qui, non pas parfois ressemble phonétiquement au prénom de Martine, mais à d'autres moments répond aussi à cet enjeu populaire. Il faut que ça soit un prénom populaire, comme Ayşegül en turc, dont on m'a assuré que c'était un prénom qui équivalait à peu près au prénom de Martine. Une des dernières traductions est la traduction en chinois. C'est le coffret que vous voyez là, qui est toute récente, qui date de 2023. Et les Chinois, c'est les Chinois, donc ils ont traduit et édité tous les albums d'un coup. Donc c'est un coffret des 60 albums. Hop, c'est tout ou rien, quoi. C'est tout Martine ou rien. Pour la petite histoire... Bon, je sais que c'est enregistré, mais c'est pas grave, j'assume. Pour la petite histoire, ils ont retouché certains dessins de Marlier, notamment en rallongeant la jupe de Martine, sans rien demander à personne.
les éditeurs ont découvert et les ayants droit ont découvert une fois que les albums étaient imprimés. Donc, ils ont fait retoucher les dessins de Marcel Marlier. Il y a même une version, bon, néerlandais, normal, mais il y a aussi une version en picard. Martine Alsens, c'est du picard, donc Martine à la ferme. Voilà les albums chinois. Alors, Martine, je l'ai dit, essaye d'être au plus proche de son lectorat. Et donc, au fil du temps, on va voir qu'elle va s'adapter, que les thèmes qui vont être choisis vont être en résonance, si vous voulez, en écho avec ce que la population vit à ce moment-là. Quand elle part en vacances à la mer, c'est une époque où les congés payés sont de plus en plus implantés dans la population et que les familles commencent à partir en vacances à la mer. Et ça va vraiment, là aussi, vous êtes obligés de me croire sur parole, mais j'ai vraiment vérifié, c'est une époque du boom des vacances à la mer quand Martine part à la mer. Quand elle prend l'avion, on sait bien, c'est au moment où les voyages, même s'ils restent réservés à une certaine élite, commencent à se populariser malgré tout. Martine fait du camping. 1962, admirez la belle voiture, c'est une Corvette, voiture d'époque. Toute la famille de Martine part en voiture et ils partent faire du camping, un peu comme cette mode du camping qui émerge là aussi au début des années 60. Camping avec certains accessoires qui permettent d'assurer le confort, de ne pas être chez soi dans le confort de la maison, mais de transposer ce confort sous la tente. Et Martine, elle aussi, va pouvoir bénéficier de tout ce confort moderne du camping. Deleuze, premier Deleuze en Belgique, fin des années 50. Regardez bien, Martine va se retrouver, elle aussi, peut-être pas dans les rayons du Deleuze officiellement, mais en tout cas dans les rayons du supermarché. On est vraiment dans les premières années des supermarchés, de l'offre en libre service, mais aussi des nouveautés un peu modernes, ces chansons que l'on peut écouter dans les grands magasins. Là, on n'est plus au Deleuze, on est dans les grands magasins. Ces disques que l'on peut écouter avec une espèce de pommeau de douche comme ça, qui fait office d'écouteur. Ces supermarchés avaient des grands parkings alentours. On est toujours en Belgique ici. Et regardez, Martine, elle aussi, va se retrouver sortir d'un parking qui ressemble étrangement à celui dont je viens de vous montrer l'image. La maison, on l'a vu tout à l'heure, avec l'aspirateur, mais aussi avec les décors en couleur des cuisines. Et là aussi, si on joue au jeu des 7 erreurs, entre le dessin de Martine et la vraie photo de cette cuisine d'époque, eh bien vous verrez que tout coïncide à peu près. Le ski se popularise aussi, ça reste réservé à une certaine élite, mais enfin on commence à avoir des vacances au ski pour certains privilégiés. Pour la petite histoire, là aussi, Marcel Marlier, alors là, imaginez bien, s'il n'a pas voulu aller aux États-Unis voir Michael Jackson, le ski pour lui déjà avant, c'était déjà trop d'aventure. Et donc quand il a dû dessiner l'album qui avait été écrit par Gilbert Deleuze de Martine au ski, au sport d'hiver, enfin à la montagne en fait le titre, il ne savait pas du tout à quoi ça pouvait ressembler. Et donc, de nouveau, Archives Casterman, où on raconte qu'on a remis à Marcel Marlier une série de magazines dans lesquels on découvre des stations de ski américaines et des vêtements. Et Madame Marlier m'a raconté qu'il était allé emprunter des vêtements de ski, bonnets, anoraks, pantalons, écharpes, enfin non, on ne met pas d'écharpes pour skier, lunettes, etc., chez le pharmacien de son village, dont il savait que lui allait avec sa famille en vacances au ski, au sport d'hiver, et donc il est allé emprunter les choses. On continue dans le temps, années 70, début des années 80, on se rend compte qu'il faut apprendre aux enfants à nager, qu'il y a trop de problèmes l'été, justement, quand les enfants partent en vacances. Et donc, il y a beaucoup de campagnes qui sont menées, natation à l'école, etc. Ça vient de toutes ces années-là. Et bien, notre amie Martine, elle aussi, en 76, elle va apprendre à nager. Même à peu près même époque, elle va voyager, elle va prendre le train. Regardez le train, regardez bien les sièges. Hop, c'est les trains Corail qui sortent à peu près à la même époque, lancés par la SNCF, et dont Marcel Marlier va lui aussi s'inspirer. École, plusieurs albums se déroulent à l'école. École des années 50, école des années 80. Là aussi, il va prendre le pouls des changements dans les écoles, avec véritablement des configurations très différentes.
Évidemment, les petites filles sont habillées et les petits garçons sont habillés différemment, mais les activités, là aussi, sont différentes. Si elles faisaient de la couture dans les années 50, bien entendu, cette occupation va disparaître dans les années 80. Hein, on va le retrouver à nouveau au camping, mais on est plus tard, c'est un petit peu plus populaire. Hein, on n'est plus dans les tentes high-tech des années 60, mais on se retrouve là plutôt en caravane, hein, avec des défilés de majorettes et du vélo torpedo. Elle va se retrouver en excursion avec ses amis à Paradise, qui ne s'appelait pas encore Paradise à l'époque, mais hein, c'est ce parc-là dont il est question. Alors, je termine rapidement en vous disant que Martine a évolué. Non seulement les histoires ont évolué, mais aujourd'hui, il y a une vie, il y a une Martine après Martine et surtout une Martine après Marlier. Casterman, 400 000 albums par an, continue à faire évoluer le personnage de Martine. Les albums, la couverture des albums avait déjà évolué dans le temps. Peut-être avez-vous en tête plusieurs de ces différentes versions de Martine. Là, j'ai pris l'exemple de Martine Petite Maman, qui est emblématique du dernier changement qui a eu lieu, c'est-à-dire ils ont changé le titre pour couper court à des reproches d'ailleurs assez fondés de cette injonction à la maternité, de cette projection de Martine dans ce rôle de mère, future mère. Eh bien, ils ont changé le titre en Martine garde son petit frère. Il y a eu un relooking complet des couvertures, mais aussi un changement de tous les textes. Donc, si vous lisez des albums de Martine d'aujourd'hui et vous les comparez aux albums que vous avez connus jadis, vous verrez que le texte a changé. Qu'est-ce qui s'est passé fondamentalement? Casterman s'est rendu compte que le lectorat de Martine avait rajeuni, qu'en fait les enfants qui lisaient Martine aujourd'hui étaient plus jeunes, qui étaient attirés en tout cas par le personnage, étaient plus jeunes que les lecteurs d'autrefois. Autrefois, c'était les enfants qui commençaient à lire. Aujourd'hui, ils ont constaté que c'était plutôt des enfants de 4, 5, 6 ans où la lecture est encore très, très, très rudimentaire et donc on doit faire la lecture aux enfants. Quelles ont été les conséquences de cela? Une simplification du vocabulaire pour pouvoir s'adapter à ce lectorat. Une réduction aussi du volume du texte. Pourquoi? Pour pouvoir faire tenir la lecture d'un album entier dans une lecture du soir. Rien de plus frustrant pour les enfants et de plus agaçant pour les parents que de devoir dire « Oh non, on lira la suite demain, non, pas la suite. » Donc, voilà, tout l'album peut tenir, selon des calculs statistiques, dans une lecture du soir. Et puis, certains concepts, là aussi, qui étaient devenus obsolètes, ont été revus, ou des objets aussi, la description de certains objets ont été revus. Et puis, il y a une autre vie après Martine aujourd'hui, c'est de nouveaux albums. Vous les avez peut-être vus en librairie si vous avez été attentif à cela. Il y a de nouveaux albums de Martine qui sont produits. Alors, Marcel Marlier avait demandé qu'on ne laisse personne d'autre poursuivre son travail de dessinateur. Donc ce n'est pas un nouveau dessinateur, une nouvelle dessinatrice qui continue l'aventure de Martine. Ça, c'est non. Pour Marlier, et les ayants droit sont très clairs à ce sujet. Donc qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on utilise en fait tout le corpus des dessins existants de Martine, et avec cela, on recompose de nouvelles histoires. Donc on va ils vont piocher dans tous les albums, pour pouvoir composer de nouvelles histoires qui sont, vous l'avez vu, pour l'instant, essentiellement liées à des lieux. Et cette fois, contrairement à ce que j'ai dit, ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, ce ne sont plus des lieux neutres, mais des lieux clairement identifiables, avec souvent des partenariats avec le Louvre, avec le château de Versailles, Bretagne. De nouvelles histoires donc, qui sont écrites, avec cette superposition de photos prises pour l'occasion et de dessins originaux. Voilà, le dernier étant Martine à Paris, et le suivant, je vous le dis déjà, 2025, ce sera Martine sur la Côte d'Azur. Et là, le texte a été réécrit par une autrice qui est aussi celle qui a réécrit l'ensemble des anciennes versions, et qui est une autrice spécialisée, qui est aussi traductrice. Son activité première, c'est d'être traductrice pour la jeunesse. Et c'est elle qui écrit et qui essaye de renouveler, là aussi, le genre, si vous voulez, notamment en donnant des textes comme le Martine en Bretagne. C'est en fait un album épistolaire où Martine écrit des cartes postales à une amie à travers l'histoire. Voilà. Je crois que j'arrive au bout. J'avais encore des choses à vous dire. Juste ça, peut-être. Martine, on la connaît aussi parce qu'il y a plein de détournements. Vous avez vu que je me suis amusée moi-même à détourner, pour chacun des petits chapitres que j'ai proposés, à détourner des couvertures.
Martine, elle est devenue un personnage véritablement populaire, véritablement iconique, véritablement entré dans nos mémoires collectives, aussi parce qu'à un moment donné, elle est sortie du livre. Elle est sortie du livre et elle a elle a intégré les usages d'Internet, les usages des détournements de couverture d'Internet. Vous pouvez le faire, hein, ça marche toujours. Hein, si vous voulez vous amuser, je l'ai fait moi-même. Hein, et voilà. Et avec des sujets, évidemment, qui souvent sont liés soit à des références scatologiques, des références sexuelles, ou à des références liées à l'actualité. C'est évidemment ce qui marche le mieux pour faire rire. On m'a parfois demandé comment Casterman ou comment les ayants droit vivent cette situation. Eh bien, honnêtement, je pense qu'au début, mal, et maintenant, plutôt bien. Parce qu'en réalité, je pense qu'ils se sont rendus compte que ça profitait au personnage. Et que le fait que tout le monde la connaisse, y compris les plus jeunes générations, à travers ces détournements, fait en sorte que quand on voit le livre en librairie, « Ah, c'est la Martine d'elle !» Et peut-être qu'à ce moment-là, on est tenté de feuilleter l'album et peut-être, qui sait, de l'offrir à de jeunes enfants de son entourage. Donc voilà, Martine est vraiment sortie du livre. Hein, il y a des livres de couture de Martine. Elle fait partie du parcours BD à Bruxelles. Elle a été déclinée dans des tas et des tas et des tas et des tas d'objets dérivés. Évidemment, il y a un enjeu commercial. Et donc, véritablement, c'est un personnage qui est sorti du livre et qui a eu aussi son moment de consécration cette année. Mais zut, ces moments de consécration cette année au moment de l'anniversaire, puisqu'il y a une exposition qui lui a été consacrée pendant 3 mois à Paris, dans la galerie Gallimard, en plein quartier des éditeurs, une galerie qui d'habitude accueille des manuscrits de Céline ou bien des grands noms de la littérature. Et les dessins originaux, les planches originales de Marcel Marrier ont été exposés pendant 3 mois et ils n'ont jamais vu autant de monde que pour Martine jusqu'à aujourd'hui. Voilà, donc le grand succès de Martine. Et je terminerai là-dessus parce que sinon je déborde. Merci beaucoup.